Merci de nous choisir pour vous informer. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Au sommaire, les femmes se prononcent sur l'avortement médicalisé. Les avis sont très partagés. Il y a aussi celles qui sont dans un vrai dilemme. L'exploitation sexuelle des enfants, une réalité au Sénégal. Les causes sont multiples. Les citoyens qui sont choqués par ces abus sur mineurs prônent des sanctions très sévères. Le rapport sur la baisse du loyer est toujours attendu, pourtant récemment demandé par le président de la République. Depuis 3 ans, cette loi pose problème dans son application. Et puis en politique, les élections législatives auront lieu exactement dans 6 mois. Et ça bouge dans tous les sens chez les acteurs politiques. Nous verrons les possibles coalitions. Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres de l'actualité internationale. Près d'une semaine après l'arrestation de Ousmane Sonko, ancien ministre de l'Intérieur gambien, on s'interroge sur son sort. Il pourrait être poursuivi pour crime contre l'humanité, selon l'ONG à l'origine de son interpellation. En Mauritanie, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes pour réclamer la tête d'un blogueur condamné pour apostasie. La Cour suprême a décidé de renvoyer son dossier devant une cour d'appel. Le journal de la Cannes vers 12h30. Le menu, Sodatiam, bonjour. Bonjour Antoine. La première demi-finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, le Burkina Faso, finaliste malheureux de la CAN 2013, fait face à l'équipe la plus titrée de cette compétition, l'Égypte. La rencontre est prévue à Libreville à 19h. Nous y reviendrons avec l'affiche du jour, avec Migui Maram Ndiaye, l'analyse de Momarchoun, l'avis également de Abdoulaye Diaw sur Lucas Redas. Mais aujourd'hui, Antoine, nous aurons souvenir de CAN, Pape Sireya, qui se rappelle de sa première Coupe d'Afrique des Nations. Le reportage du jour à la place de la chronique du jour, chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Et puis la presse du jour avec Mohamed Ali Mouba. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Encore de l'insécurité. Des malfaiteurs se sont attaqués à une station-service cette nuit à Ndofane, dans la région de Kaolack. Ils ont emporté avec eux le coffre-fort qu'ils ont trouvé sur place. Le butin est estimé à 1 million de francs CFA. Munis d'armes à feu, ces voleurs ont auparavant fait main basse sur le véhicule 4x4 de l'ex-maire de Kerbaka, un certain Moussa Ndiaye. Avec cette insécurité notée ces derniers temps, les populations d'Ndofane demandent à l'État de prendre des mesures pour mettre un terme à cette situation. Écoutons Ibrahim Ba. Il parle au nom de ces populations. Il est joint par El Hadj Diogoudien. Aux environs de matin, les malfaiteurs ils ont venu là-bas pour cambrioler une station de pompage. Donc ils ont emporté là-bas de l'argent, une somme 1 million environ. Et aussi qu'ils ont pris le portable de le chauffeur de Jakarta. Et aussi au niveau de Kerbaka aussi ils ont enlevé la voiture pour le amener. Les malfaiteurs ils ont venu dire que les gardiens là, nous voulons acheter gasoil, donc le gardien là il est venu donc pour venir appeler le gérant. Après ils ont venu sortir leur coupe et aussi leur télé pour faire leur travail au niveau des deux femmes. Au niveau de les gardiens, c'est pas la première fois, c'est presque maintenant 5e fois au niveau des deux femmes, parce que chaque fois ça répète la même chose. Donc vraiment les populations de Ndofane sont actuellement très fatiguées. Nous voulons que cet état-là que nous prenions à l'aide, parce qu'à chaque fois ça répète la même chose. Tout le monde a peur, parce que vraiment actuellement pour sortir au niveau de Saloum, c'est un énorme problème, parce que chaque fois les malfaiteurs, les 4x4 là, ils tournent partout au Saloum pour se faire ramasser quoi. RFM, la radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. 12h04. La question de l'avortement médicalisé remise au goût du jour. Faut-il l'autoriser ou pas? Les femmes répondent mais avec des avis partagés. Certaines disent oui, pour d'autres c'est tout simplement non. Et puis il y a le camp des indécises, un sujet réalisé par Awambaye.
sortie de l'hôpital Fann, cette femme cinquantenaire tranche la question sur l'avortement médicalisé. Selon elle, les conséquences d'une grossesse suite à un viol ou un inceste sont toujours désastreuses pour une famille. D'un côté, je suis pour, surtout quand il s'agit d'inceste ou de viol, parce que après ça a des conséquences sur la fille, sur ses parents, sur son avenir. Donc moi vraiment je suis pour quand c'est pour l'inceste ou pour le viol. Et elle reprécise ses positions. Pour les autres cas, vraiment, en tant que musulmane, je ne suis pas d'accord. Presque du même âge que notre précédente interlocutrice, Anna Fall, bien enveloppée dans son châle encensé et catégorique. Pas d'avortement médicalisé pour quelque raison que ce soit. Mais une grossesse, c'est toujours une bénédiction. Je ne suis vraiment pas d'accord quand on nous parle d'avortement médicalisé. Tiraillée entre ses convictions religieuses et son humanisme envers les victimes, Madame Dir avoue réellement que c'est un dilemme. C'est pas facile, c'est un vrai problème. Il faut juste essayer de dialoguer, de discuter et essayer de comprendre aussi les uns des autres des deux côtés. L'avortement médicalisé, la loi de toutes les controverses au Sénégal, et tous les regards sont tournés vers l'Assemblée nationale qui devra trancher. Ils sont plus de 500 enfants victimes d'abus sexuels au Sénégal et à l'origine de ce phénomène déplorable. On peut citer la pauvreté, la promiscuité, le manque de surveillance des enfants par leurs parents. Des citoyens interrogés sur la question pensent qu'il faut lutter contre l'errance et la mendicité des tout-petits, mais aussi sanctionner sévèrement les acteurs d'exploitation sexuelle des enfants. Reportage Anna Rocha. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Ainsi parle Monsieur Ndiaye, l'air désolé par la situation. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. Les premiers coupables, leurs parents. Les enfants aujourd'hui ne sont plus bien éduqués. Donc les parents ont d'énormes responsabilités. On les laisse trop traîner. Trop traîner. Les enfants de mendiants, les talibés par exemple, petits garçons qui sont abusés sexuellement, parce que moi je suis de Thiès et il paraît qu'on a eu à rencontrer beaucoup de cas. L'exploitation sexuelle, un vieux phénomène. Ses causes sont multiples, pense cette citoyenne rencontrée aux abords de l'Assemblée nationale. Voici ses propositions pour réduire, à défaut d'éliminer le mal. Je pense que si on a une meilleure éducation au sein des familles, si les parents assument leurs responsabilités de parents, s'il y a aussi de meilleurs revenus au sein des familles, et qu'on conscientise plus les parents sur leur rôle et leurs responsabilités par rapport aux enfants, qu'on ne les laisse plus exposés en fait au travers de la vie, peut-être qu'on arriverait à avoir une meilleure... Au-delà de la responsabilité parentale, Monsieur Ndiaye demande l'action de l'État. Lutter, par exemple, contre la errance et la mendicité des enfants. C'est en essayant de mettre les parents dans des conditions assez acceptables, les regrouper dans des lieux où ils recevront, par exemple, les aumônes. La loi, elle devrait être plus sévère. Elle doit être beaucoup plus sévère. Un projet national de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants vient d'être lancé au Sénégal. Pour le moment, seules 3 zones sont ciblées. Dakar, Mbour et Yenne. Anna Rocha, les problèmes d'extrait de naissance persistent dans certaines localités du Sénégal. À Louga, au moins 150 élèves en classe de CM2 risquent de ne pas passer les examens de l'entrée en 6e et du CFEE. Ces chiffres sont le résultat d'une enquête menée par la commission enfance du conseil municipal de Louga. D'après cette enquête, au total, 1800 enfants ne sont pas déclarés à leur naissance. Correspondance Abdoulaye Sambou. Ils sont 1800 enfants, dont 150 en classe d'examen, à ne pas être déclarés à la naissance. C'est le résultat d'une enquête de la commission enfance du conseil municipal de Louga. Selon sa présidente, Madame Hélène, si des solutions immédiates ne sont pas apportées, de ne pas se présenter au CFE et à l'entrée en 6e. Nous nous retrouvons avec environ 1800 dossiers d'enfants non enregistrés à l'état civil. Les enfants sont âgés de 1 à 14 ans. C'était la cible. Et
présentement, la priorité, ce sont les enfants du CM2. Nous avons 150 environ d'enfants non enregistrés à l'état civil qui sont en classe de CM2 et qui doivent faire l'examen, ce qui pose un véritable problème parce que ces enfants, s'ils n'ont pas d'extrait, ils ne peuvent pas faire l'épreuve du CFE. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer cette situation? Elle a une réponse. Nous sommes dans une zone d'immigration. Souvent, les pères de famille ne sont pas là. Et vous savez, dans la société traditionnelle, c'est le papa qui déclare son nom. Souvent, les mamans, par ignorance, elles ont tendance à négliger ce fait. Et ensuite, il faut tenir compte de la population nomade parce que dans les zones périphériques, souvent, nous avons des populations en déplacement. Et puisqu'ils sont en déplacement, ils n'ont pas toujours le souci d'aller déclarer les enfants à la naissance. La présidente de la commission enfance du conseil municipal de Louga sollicite une audience foraine pour permettre à ces enfants d'obtenir des extraits de naissance. Abdoulaye Sambou Louga, Radio Futur Média. Le président Macky Sall avait demandé un rapport sur la baisse du loyer il y a quelque temps, mais jusque-là, rien. C'est pour voir beaucoup plus clair dans l'application de cette loi qui pose problème. En attendant, les associations de consommateurs souhaitent un diagnostic clair et concret du mal. Mohamed Ali Mouba. Selon Momar Ndaou de l'ASCOSEN, une association de consuméristes, ce rapport sur le loyer devrait tout d'abord évaluer l'impact de la loi sur les activités économiques connexes. L'ANSD donc appelé étude sur le loyer et l'immobilier disait que cela faisait à peu près 122 milliards chaque année comme chiffre d'affaires et rien que le loyer c'était 108 milliards de chiffre d'affaires sur Dakar. Donc cela veut dire qu'il y a un impact non négligeable donc sur la bourse des ménages qui a été enrichie de plusieurs milliards. Pour Eliman Sall, le président de l'Association pour la défense des locataires du Sénégal, cette activité économique n'aura d'impact que si la loi intègre en son sein des dispositions en vue d'une meilleure application. Le rapport n'est pas encore remis au président de la République. Et que si vous faites un micro-trottoir, vous vous rendrez vous-même compte qu'il y a énormément de difficultés. Et je pense que occulter ces difficultés-là, c'est cacher la réalité au président de la République. Momar Ndaou assure en tout cas que la loi est appliquée, même s'il y a quelques résistances. Il suffit juste de réajuster. Le gouvernement est en train de faire le rapport, donc il n'est pas encore terminé. Quand il sera terminé, il sera soumis au chef de l'État et éventuellement publié, mais ils sont en train donc d'évaluer vraiment l'impact donc de ces dispositions extrêmement importantes et donc visant un peu à non seulement lutter contre la spéculation, mais en même temps aussi vraiment renforcer donc le pouvoir d'achat donc des plus faibles, notamment les ménages les plus faibles. Quoi qu'il en soit, qu'on ne cache pas la vérité au président de la République, plaide Eliman Sall. Si on dit que c'est appliqué à 90%, mais vous-même, vous descendez sur le terrain, vous vous rendez tout de suite compte que c'est tout à fait faux. C'est pas ça. Il y a énormément de difficultés sur le terrain et les gens vivent énormément de problèmes. Vous faites un micro-trottoir, vous demandez sur 10 locataires, les 8 aujourd'hui rencontrent des problèmes. La loi sur la baisse du loyer est entrée en vigueur en 2014, mais son application sur le terrain a toujours posé problème. D'où ce rapport commandité par le président de la République est toujours attendu. 12h13. Pour moi, RFM, c'est la radio la plus proche de la population. RFM, toujours plus proche de vous. Antoine Diouf. Une discrimination positive en faveur des grands départements du Sénégal dans la répartition des fonds de dotation par l'État. Le président du conseil départemental de Kaolack défend l'idée. Baba Ndiaye explique cela par les grandes priorités auxquelles ces départements font face. Déclaration faite après le vote du budget de l'institution qu'il dirige. Budget passé de 800 à 500 millions de francs CFA. Une importante baisse. Correspondance Ibrahima Diamé. Le budget 2017 du conseil départemental de Kaolack a été arrêté à 599 millions de francs CFA et voté à l'unanimité. Une part belle a été réservée aux investissements, au moins 300 millions. Baba Ndiaye, président du conseil départemental, l'explique. Cela est lié au fait que l'investissement d'abord est extrêmement important.
Et comme vous le savez, les moyens que nous avions reçus du fonds de dotation et du fonds d'équipement couvrent parfaitement les charges salariales et la session. Mais compte tenu des difficultés que nous avons au niveau de nos établissements, nous avons commencé d'échanger avec le ministère de la Gouvernance pour voir dans quelle mesure nous pouvons nous accompagner nos collèges lycées. Sans le collège lycée, c'est important. L'éducation, la santé et l'environnement sont entre autres les priorités de Baba Ndiaye, mais le président du conseil départemental de Kaolack trouve que des collectivités comme Kaolack doivent bénéficier d'une discrimination positive sur les fonds de dotation vu les charges qui les incombent. Donc ça veut dire que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour le fonds de dotation pour les grands départements que nous sommes, parce que nous sommes de grands départements, nous avons été un personnel assez lourd, nous avons plusieurs sessions et la session nous coûte au moins 4 millions parce que nous avons 80 conseillers. C'est différent d'un département qui a moins de 200 000 personnes et qui a peut-être 40 conseillers. C'est pas la même chose. Donc ça veut dire que les grands départements doivent être traités en tenant compte à la fois du nombre de populations qui existent, mais également en tenant compte des charges importantes, notamment des charges dans le domaine de la santé, ceux qui ont des hôpitaux de niveau 1 et niveau 2, ceux qui ont des strates régionales également à gérer. Si on n'en tient pas compte, ces départements-là vont effectivement des difficultés pour pouvoir jouer correctement le rôle qui leur revient. Cette année, le budget du conseil départemental de Kaolack a connu une baisse de 800 millions de francs CFA l'année dernière. Il est passé à 500 millions. Ibrahim Djamé Kaolack, Radio Futur Média. Nous sommes aujourd'hui le 1er février. Les élections législatives vont se tenir dans 6 mois. À quelques mois de ces joutes, les acteurs politiques réfléchissent sans doute sur les coalitions possibles. En plus de cela, il y a que les uns et les autres se positionnent. C'est l'ère de la pré-campagne. Binta Diallo. En direction des élections législatives prévues le 30 juillet prochain, c'est le jeu des alliances, des contre-alliances et des attaques verbales. La foire aux combinaisons, comme l'avait écrit un confrère il y a quelques jours. Ce qui est clair, sauf revirement de dernière minute, est que la majorité présidentielle ira sous les couleurs de sa coalition Benno Bokk Yakaar, avec comme allié majeur le Parti socialiste et l'Alliance des forces du progrès, déjà affaiblie par des scissions et des crises internes. L'autre grand allié du parti au pouvoir, qui déclare être l'allié de la première heure du président Macky Sall, n'écarte pas de présenter une liste parallèle aux élections législatives pour cause de frustration. Nous voulons nommer Macky 2012. Un autre allié du président Macky Sall, en la personne de Jean-Paul Diaz, n'écarte pas lui aussi à son tour de cheminer seul aux législatives prochaines. Tout comme le modèle d'Ibrahima Sall, également mouvancier. L'opposition, à qui l'on ne va pas apprendre que l'union fait la force, parce qu'elle en est consciente, a du mal à parler le même langage. Le Réumi d'Idrissa Seck, qui est membre de la coalition Wattu Sénégal, ne manque pas d'alliés. Mamadou Diop Decroix, dans la CA 2017, tout comme Pape Diop de Bokk Gis Gis, Abdoulaye Baldé de l'UCS, ou encore Cheikh Bambadje du FSD-BJ. Il y a également l'autre opposition jugée proche du président Macky Sall, regroupée autour de FOP, l'entente des forces de l'opposition, composée de Souleymane Ndéné Ndiaye, de Modou Diagne Fada et de Aliou Sow, des anciens du PDS. En direction des législatives, dans moins de 6 mois, d'autres coalitions sont prévues, Khalifa Sall et les frondeurs du Parti socialiste. La société civile ne sera pas en reste, sans oublier la coalition électorale Sàmm Lu Ñu Bokk Alternative Solidaire de Ousmane Sonko, Moussa Touré, Madiaye Mbodj, entre autres, avec des possibilités d'alliance avec le grand parti de Gakou et acte de Abdoul Mbaye. La dispersion en direction des législatives s'annonce donc et les déclarations assassines également, la plus récente émanant d'une frange de la Cogère, des jeunes du parti de Macky Sall du genre « Nous ne voulons plus de Moustapha Niasse à la tête de l'Assemblée nationale. » Loin de la politique, nous allons parler de la mécanisation de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Les acteurs posent le débat dans le but de renforcer le dispositif dans le monde rural. Lors de la rencontre qui s'est ouverte à Dakar ce matin, il a été signalé que le Sénégal a fait des avancées significatives dans sa politique d'autosuffisance en riz avec 950 tonnes en 2016. Compte rendu Papa Balagué. Le taux de mécanisation agricole reste faible dans la sous-région ouest africaine, un déficit que les acteurs entendent corriger avec un renforcement du dispositif en milieu rural, selon Youssou Diagne, coordonnateur de la fondation Cessenta en Afrique de l'Ouest. Le taux de mécanisation est extrêmement faible, donc je ne saurais vous dire un chiffre global, mais en tout cas par rapport au pays, ça varie. Mais disons que l'utilisation, en tout cas de l'énergie humaine, est quelque chose de majoritaire au niveau de l'agriculture sénégalaise. Donc
essayer de voir, donc discuter, mettre en œuvre un petit peu des programmes concertés avec l'État, parce que le problème fondamental, il n'y a pas que l'État qui peut développer l'agriculture. L'État fait des efforts à son niveau, mais aussi il y a les bénéficiaires, les producteurs qui sont impliqués. Avec la politique d'autosuffisance en riz entreprise par le chef de l'État, le Sénégal est en phase de réussir le pari, déclare Yamar Mbodj, directeur de la plateforme d'appui au développement rural et à la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce qui est le plus important, c'est cette tendance. Jamais le Sénégal n'a eu cette tendance lourde d'augmentation de sa production rosicole, de soutien technique et financier à son monde rural. C'est ça qui est le plus important. Et ça, c'est observé dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et ça commence à être école dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Malgré tout, le secteur reste toujours confronté à un manque de moyens des producteurs, d'où l'appel à un financement de projets pour réussir une parfaite mécanisation de l'agriculture. RFM. L'actualité internationale. La Gambie d'abord. Après l'arrestation de Ousmane Sonko, on s'interroge sur son sort. Sornana Tambaye. L'ancien ministre de Yaya Jammeh avait été arrêté le 26 janvier dernier en Suisse. Il pourrait être poursuivi pour crimes contre l'humanité selon l'ONG Trial International. Le président a accordé une interview à Jeune Afrique. Synthèse avec Daoud Diouf. C'est le 25 janvier que l'ONG Trial International basée à Genève, qui lutte contre l'impunité des crimes internationaux, a saisi le ministère public de canton de Berne pour une dénonciation pénale, l'informant de la présence sur son sol de l'ancien ministre de l'Intérieur sous le régime de Yaya Jammeh, M. Ousmane Sonko. Une action pénale ouverte a permis l'arrestation du ministre de l'Intérieur, qui a été donc par la suite placé sous mandat de dépôt pour une période de 3 mois. Il est accusé de deux types de responsabilités. D'abord, une responsabilité directe pour des actes de torture ou d'autres violations graves des droits humains qu'aurait commis Ousmane Sonko ou bien qu'il aurait ordonné en tant que ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur de l'ex-régime gambien pourrait bien être jugé en Suisse. Cet État a ratifié la convention contre la torture. Il s'est de la sorte engagé à poursuivre les suspects de torture, de simples faits, qu'ils soient présents comme Ousmane Sonko sur son territoire. Et c'est même si les faits se sont produits à l'étranger et que tant que les suspects et que les victimes sont de nationalité gambienne. Signalons que ce genre de procès peut prendre beaucoup de temps étant donné que les moyens accordés aux autorités judiciaires sont insuffisants. Souvent, c'est des enquêtes compliquées qui prennent du temps et nécessitent des moyens conséquents. Daoud Diouf, et puis retenez que les membres du cabinet du président Adama Barrow seront connus le 6 février prochain. C'est une annonce de Khalifa Sallah, porte-parole du chef d'État, sur son compte Twitter. En Mauritanie, Sorna, l'affaire du blogueur condamné pour apostasie continue de faire débat. La Cour suprême a ordonné hier le renvoi du dossier devant une cour d'appel, mais aucune date n'a été avancée. Au moment de l'audience, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes du pays. Nouakchott, Mohamed Diop. Des cris d'Allah Akbar. Des hommes qui font les louanges du prophète. Des femmes qui chantent le même prophète. Des milliers de Mauritaniens sont réunis ce jour où la Cour suprême décidait du sort du blogueur. Parmi eux, ces jeunes femmes. Nous réclamons justice. Nous voulons l'application de la charia. Et cet homme. Je demande au président Aziz d'appliquer la peine de mort sur cet apostat. Le blogueur Mohamed Ouldum Khaitir disait dans un article que sa caste, les forgerons, sont maltraités. Il a fini par comparer leur situation à celle de certaines couches sociales à l'époque du prophète Mohammed, ce qui a provoqué la colère. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Côte d'Ivoire, le procès du général Dogbo Blé et de ses co-accusés a été reporté. L'audience va reprendre le 21 février. D'après le président de la cour d'assises de Yopougon, le report est dû à la non-présence de certains accusés. Pour l'avocat du directeur du Novotel, une des victimes, un report tardif n'aurait pas arrangé les victimes, les familles plutôt. La défense, elle, parle de cafouillage parce que depuis 5 ans, le dossier n'avance pas. Des pays africains envisageraient-ils un retrait collectif de la CPI? L'Union africaine a en tout cas soutenu un tel projet, Antoine. C'était lors du dernier sommet à Addis Abeba. L'organisation recommande aux pays membres de renforcer la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. La Cour pénale internationale est accusée par plusieurs dirigeants africains de poursuites injustifiées. Il y a quelques mois, l'Afrique du Sud, la Gambie et le Burundi se sont retirés de la Cour. Celle-ci n'agirait pas en toute impartialité. En République démocratique du Congo, l'ex
l'ex-rébellion du M23 accusé d'assassinat et d'enlèvement. Des faits qui seraient survenus après le crash de 2 hélicoptères appartenant à l'armée de la RDC. Le chef du M23 aurait tué 3 personnes et kidnappé une 4e à Ouabar. L'ex-chef rebelle Makenza, accusé d'avoir tué 3 personnes après le crash d'un hélicoptère militaire par l'armée congolaise, cela se serait déroulé près de la frontière entre la RDC et l'Ouganda le vendredi 27 janvier. Selon le général-major, l'ex-chef rebelle se trouvait dans les parages. Une fois alerté, il aurait envoyé ses troupes pour lui amener les 4 personnes dans l'hélicoptère. Léon Mouchassa affirme que Sultani Makenza a donné l'ordre d'empoisonner ces 4 personnes et que 3 auraient succombé après avoir subi quelques actes de torture. Second crash où 5 personnes étaient à bord. Elles ont toutes eu la vie sauve grâce à l'ignorance des éléments du M23, assure à Jeune Afrique une source de l'armée. Selon le porte-parole de l'opération Sokola 2, outre les 3 personnes tuées, 4 ex-rebelles sont morts lors de cet accrochage. Le major Guillaume Niquet déclare qu'un des éléments de l'armée aurait été kidnappé par les ex-M23. De son côté, Salomon Baravuga, porte-parole du peuple congolais, se présente comme un parti politique issu d'une faction du M23. Voilà Antoine, c'est tout pour l'actualité hors du Sénégal. Merci à vous, Sortnana Tambaye. RFM, reportage. Ce reportage à la place de la chronique du jour. Donc, en attendant de retrouver Mbaye Sidi Mbaye la semaine prochaine. Alors, le reportage du jour réalisé à Bambey s'intéresse aux conflits fréquents entre les réparateurs de téléphones portables et leurs clients. Parfois, problème de confiance, Babacar Diouf. Entre réparateurs de téléphones portables et clients, que des malentendus, 2 parties qui ne s'entendent que très rarement. Si les premiers pensent que les seconds s'acharnent parfois sur eux et de manière très arbitraire, les clients, eux, continuent d'accuser les réparateurs d'être à l'origine de tous les problèmes constatés sur leur téléphone mobile. Témoignage. Une fois, j'étais chez le réparateur pour qu'il me répare mon portable, mais j'avais d'énormes difficultés parce qu'il paraît qu'il a changé mon batterie ou bien il a changé le moteur. Pourtant, selon certains réparateurs, ce sont les clients qui ne respectent pas les délais qui leur sont fixés. Daoudaba est réparateur de téléphone. Dans notre travail, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Le problème majeur, c'est un problème d'incompréhension. Quelquefois, un client t'amène un portable, elle est là-bas pendant des mois. Après les mois passés, quand il vient pour prendre le portable, quelquefois le portable peut s'éteindre ou bien la batterie se gâte. Mais malheureusement, eux, ils ne comprennent pas ça. Ils pensent que peut-être, le réparateur a changé la batterie, soit il a changé le moteur, et tel n'est pas le cas. Quelquefois aussi, les clients, ils t'amènent un portable qui a un problème d'écoute. Tu lui répares l'écoute. Une semaine ou bien 2 semaines après, le portable a un problème d'haut-parleur ou bien de micro. Il revient pour te dire que c'est toi qui avais réparé le portable, j'avais un problème d'écoute, maintenant j'ai un problème de micro, donc tu dois le réparer. Alors que c'est lui qui a posé la panne. Dans tous les cas, ils sont obligés de s'entendre puisque contraints à vivre ensemble. Bambey, RFM, Babacar Diouf. RFM, la presse du jour. Presse du jour, bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, cet entretien avec le secrétaire général du BCG. Si vous aimez du gaz, du vrai, laissez-vous emporter par les notes de Jean-Paul, qui de bonne heure ce matin tient la guitare basse de l'orchestre de l'Observateur. Mais que du piquant, avertit le journal, comme à son habitude. Tous les titres. Première chanson, échec de Bakili. Une erreur d'approche. Emprisonnement de Bamba Fall, ce n'est pas normal. Procès Barthélémy Diaz, c'est politique, mais nous n'avons pas peur. Législative, le BCG n'exclut pas d'y aller seul. Au sujet, justement, du saccage de la maison du Parti Socialiste et de l'emprisonnement de Bamba Fall et compagnie, Enquête rapporte que les auditions au fond ont démarré. Les inculpés Ahmad Diouf, Abdourahmane Mbaye et Abdoulaye Won ont ouvert le bal. Les autres vont suivre. C'est à Bamba Fall que reviendra l'insigne honneur, s'il en est, de boucler les face-à-face avec le juge d'instruction le 8 février prochain. Tous ceux qui ont été entendus, relève le journal, ont nié, en tout cas, les faits qui leur sont reprochés. En attendant le jour J, le maire de la Médina en profite pour dérouler dans les échos. À des proches venus lui rendre visite hier à Rebeuss, il explique pourquoi Tanor Dieng lui en veut. C'est que pour l'édile de la Médina, aller jusqu'en France, demander à Khalifa Sall de battre campagne contre la coalition présidentielle au dernier référendum. Il révèle par ailleurs que tous les jours que Dieu fait, Tanor Dieng lui envoie des émissaires pour tenter d'arrondir les angles, sans succès. Je ne suis pas dans les dispositions de négocier avec qui que ce soit, lance-t-il. À la place, souligne le journal As quotidien, les femmes de la Médina ont envoyé hier des prières au ciel.
un récital de Coran pour libérer Bamba Fall. Le confrère note en tout cas que c'est à l'issue des auditions que les avocats de Bamba Fall et compagnie vont introduire une demande de liberté provisoire. À présent, ce que les témoins appellent mafia organisée au port de Dakar, des transitaires véreux qui se sucrent sur le dos de l'État du Sénégal, plus de 45 milliards de francs CFA de préjudice subis. Selon le journal La Perception de Dakar Port a déposé plainte pour laver son honneur bafoué. L'État réclame plus de 45 milliards. Le Trésor public compte réaliser les cautions bancaires ou les garanties immobilières. Mais attention, soupire l'As, l'État a intérêt à rationaliser de l'autre côté ses dépenses publiques d'électricité, puisqu'à ce jour, la facture d'électricité de l'État représente 10% du chiffre d'affaires de Sénélec, plus de 30 milliards de francs CFA brûlés par an. En profondeur avec enquête sur le gel des constructions des stations-service, le confrère remarque à ce sujet la polémique est totale, la taille du gâteau en question. Avec 70% du volume national, Dakar fait l'objet de toutes les convoitises. Les indépendants accusent l'État du Sénégal de faire la part belle à la multinationale Total. Le journal souligne que le gouvernement a fait marche arrière dans la délivrance des permis d'exploitation à cause des conflits et autres polémiques. Bilan de la 12e législature, les bons et mauvais points de Moustapha Niasse, le président de l'Assemblée nationale, record des levées d'immunité parlementaire, absence de rupture et ingérence de l'exécutif. L'observateur clou au pilori, le secrétaire général de l'AFP est par ailleurs membre de la galaxie présidentielle. Gambie, Barrow publie la liste de son gouvernement aujourd'hui à 13h, constate enquête. 11 départements ministériels en tout, précise le journal LAS. Et puis cette autre polémique dans le sport, c'est la prolongation de la CAN 2017, soupire l'observateur. Le ministère des Sports accusé de devoir plus de 30 millions de francs CFA à l'hôtel des officiels. Selon Vox Populi, l'homme d'affaires Alassane Sall accuse le DAGE du ministère de l'avoir roulé dans la farine. Réponse de Amadou Tidiane Fall, le DAGE incriminé. Je ne lui dois rien du tout, c'est un affairiste. Bonne nuit à tous. RFM, la météo. La météo, ce sera dans quelques instants. En attendant, voici le rappel des titres. Les femmes se prononcent sur l'avortement médicalisé. Les avis sont très partagés. Il y a aussi celles qui sont dans un vrai dilemme. L'exploitation sexuelle des enfants, une réalité au Sénégal. Les causes sont multiples. Les Sénégalais qui sont choqués par ces abus sur mineurs prônent des sanctions très sévères. Le rapport sur la baisse du loyer, toujours attendu, pourtant récemment demandé par le président de la République. Depuis 3 ans, cette loi pose problème dans son application. En politique, les élections législatives auront lieu exactement dans 6 mois et ça bouge dans tous les sens chez les acteurs politiques. Nous avons tenté de voir les possibles coalitions. La météo donc, avant de vous quitter, le ciel restera pratiquement dégagé sur une bonne partie du territoire au courant des prochaines 24 heures. Des températures plutôt clémentes résultantes en cette période de l'apport en fraîcheur par les alizés maritimes seront relevés sur le long du littoral où les maxi diurnes vont évoluer entre 22 degrés à Dakar et 31 à Saint-Louis. Sur les régions centre et sud, les pics de la journée y seront également en baisse et atteindront respectivement les 34 et 36 degrés. Journal présenté par Antoine Dioufala, technique Serine Salioudem, réalisation El Hadj Ndjogoudjen. À 13h, Mamadou Mohamed Ndiaye pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, Soda Thiam pour le journal de la CAN. À vous Soda et rebonjour. Rebonjour Antoine et merci.